Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce décryptage Acuité TV en direct du CILMO. Notre filière fait l'objet d'une importante réforme dans le cadre de la loi santé de Marisol Touraine. Objectif, réduire les délais d'attente dans les cabinets d'ophtalmologistes et pallier au manque des spécialistes. Concrètement, le gouvernement entend élargir le champ d'intervention des orthoptistes et des opticiens. 2 décrets sont attendus dans les semaines à venir, mais finalement, ne faudrait-il pas aller plus loin? Pour en parler avec nous sur ce plateau, j'accueille Anne Beignet, qui est conseillère parlementaire spécialiste des questions de santé. Thierry Bourg, président du syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonjour. Alain Gerbel, président de la Fédération nationale des opticiens de France. Ludovic Mathieu, président du groupement des industries françaises de l'optique. Bonjour. Et Monsieur Milstein, président du syndicat national autonome des orthoptistes. Monsieur Gerbel, on va commencer par vous, puisque vous présentiez le 22 septembre devant le Haut Conseil des professions paramédicales le décret qui va concerner les opticiens. Est-ce que vous pouvez nous détailler le contenu de ce texte? Non. Non. Jusqu'à parution, il est confidentiel. Le Haut Conseil est saisi pour avis. Oui. Et le cabinet de la ministre prend ses décisions et est souverain à la matière. Donc, ce que je peux vous dire, c'est ce qui est paru dans la presse. Après, sous couvert de Thierry et de Laurent, c'est une bonne évolution et c'est un décret qui sera très, très, très intéressant et important pour l'avenir, puisqu'on va pouvoir construire quelque chose sur ce décret. Alors à nous maintenant d'inventer Bien sûr. En détail, on parle de l'allongement de validité de l'ordonnance. Il y a des âges qui ont été définis. Comment ça va se passer? C'est pas le plus important. Non, mais pour commencer. Déjà, il y a une notion de base, c'est qu'on a aligné la durée de validité de l'ordonnance sur la durée du renouvellement. Bon, ça, c'est déjà quelque chose d'important et c'est une clarification pour le patient et le citoyen. Après, pour l'opticien, on a repositionné l'opticien par rapport à la réfraction. Ainsi, la réfraction devient obligatoire pour tout renouvellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renouveler sans faire de réfraction préalable. Deuxième point du décret, ce sont les règles d'exercice qui ont été ajoutées au décret. Ces règles d'exercice sont embryonnaires, c'est un début. Ça veut dire que très certainement et sûrement dans les prochains mois, on va travailler sur des règles professionnelles qui sont à notre niveau, une autre étape. Il y a 3 étapes, règles d'exercice, règles professionnelles et règles déontologiques. Donc on est sur une définition du métier, on est sur une évolution qui est excessivement intéressante et importante. C'est pas je ne veux pas répondre, sur vos questions sur les durées de validité, mais en gros, la tranche d'âge à 5 ans nécessite que ophtalmo, fabricants, nous, et plus tard, dans les semaines, je pense. Donc ce sera entre 16 et 42 ans. Hein. Voilà. Travaillent ensemble. C'est une durée longue, et donc il faut travailler ensemble. C'est le sens de la démarche que nous avons initiée hier et que nous avons présentée. C'est ce que vous êtes déjà en train de faire, voilà. Travailler et donc, ensemble. C'est quelque chose d'important. Et je répète toujours cette phrase de Dominique Voynet, c'est donnons une chance à ce qui marche. Et donc on a constaté, on a vu sur le terrain que des choses marchaient, et il est normal qu'aujourd'hui on se base sur ces choses et qu'on essaye d'aller un peu plus loin. Alors là, on a codifié un ensemble de textes et d'éléments, on va aller plus loin. Le 5 ans, c'est quelque chose d'important, donc il faut l'encadrer. Après, sur les durées de renouvellement, sur les lentilles de contact, on a aussi encadré cette durée. Ce sera 3 ans pour les lentilles? Oui, pour les plus de 16 ans. Hein, Thierry, c'est ça. Bon. Après, on rentre dans une nouvelle définition, un nouveau partenariat, puisque vous avez vu que sur les lentilles de contact, on a parlé de séances d'apprentissage, de pause et de manipulation. Sur les lunettes, il y a aussi un passage où, en absence d'ordonnance et dans certaines conditions, on pourra délivrer. Tout ça, ça demande à être encadré. Et donc, le texte commence. C'est un début.
Et par rapport à l'obligation d'ordonnance qui a été instaurée dans les précédentes lois, il y a une dérogation qui est prévue également en cas de perte, de Oui, casse, c'est et ça. pour les étrangers également, je crois. Oui, enfin, c'est dans des cas particuliers, des cas bien précis, et la profession assumera ses responsabilités dans ces cas. Et il est normal qu'une profession paramédicale se soumette à une obligation de prescription. Dernier point, pour information, de notre côté, on nous a dit que dans le décret, il y aurait quelque chose qui concernerait la communication de la réfraction en magasin, sur la réfraction. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, s'il vous plaît? Il y a un texte, oui, il y a quelque chose. Donc les opticiens auront le droit de communiquer au sein du magasin sur le fait qu'ils peuvent faire de la réfraction. Leslie, je suis membre du Haut Conseil. Je suis soumis à la confidentialité du Haut Conseil, même si certaines choses circulent et si certaines personnes s'amusent à faire circuler les textes. J'en ai déjà trop dit. À voir donc dans les semaines à venir. Soyez patiente, ça ne va pas prendre énormément de temps. Bon. Qui dit mot consent. Pour nos auditeurs, qu'ils sachent que ce texte est excessivement important et peut servir de base, et j'espère qu'Anne va nous en parler, à un travail législatif en profondeur. On parlera avec Anne, effectivement, plus tard des prochains chantiers à entamer. Monsieur Milstein, les orthoptistes ont également de nouvelles prérogatives, notamment maintenant la possibilité de prescrire certains dispositifs médicaux. Oui, alors ça, on va pouvoir en parler. C'est toujours très difficile de passer après Alain Gerbel. Il est tellement grand orateur que c'est très difficile. Oui, alors les dispositifs médicaux, c'était une de nos revendications depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que les orthoptistes étaient les seuls paramédicaux avec les orthophonistes à ne pas avoir le droit de prescrire. Tous les autres paramédicaux, bien sûr les médicaux, mais tous les autres paramédicaux, que ce soit les kinés, les infirmiers, les podologues, avaient le droit de prescrire. Et inscrits au texte du Code de santé publique, nous étions quasiment les seuls avec les orthophonistes à ne pas avoir le droit. Donc c'était un combat depuis de nombreuses années. Nous avons obtenu cette modification législative qui fait que nous allons avoir le droit de prescrire. Maintenant, la liste des matériels médicaux, des dispositifs médicaux que nous allons avoir le droit de prescrire. Nous l'avons travaillé en concertation avec les ophtalmologistes du SNOF, avec la DGOS. Le texte n'est pas complètement finalisé, ou peut-être finalisé, mais c'est, comme le dit Alain, c'est le cabinet qui prend la décision en in fine. Donc ce sera quel type de produit? Alors, je pense qu'on peut déjà s'avancer sur le produit orthoptique, c'est-à-dire les prismes autocollants, les filtres, les caches oculaires, les pansements oculaires, les sparadraps oculaires, voilà, tout ce qui concerne rééducation de l'amblyopie et de compensation, à l'exclusion bien sûr des lunettes et des lentilles, puisque ce que vous aviez peut-être demandé. Ce que nous avons demandé et ce que nous continuerons à demander, puisque en fait nous continuons à dire que quand un orthoptiste a le droit de faire la réfraction, puisque le texte de loi lui dit qu'il a le droit de faire la réfraction, et s'il détermine que la correction portée par son patient nécessiterait peut-être une adaptation, si nous le conseillons à notre patient, c'est certainement pour son bien et uniquement pour son bien. Ce n'est pas pour faire plaisir à l'orthoptiste, c'est pour faire le bien, la santé visuelle de son patient. Donc nous continuerons à le demander, mais dans le texte de loi qui est passé dans la loi de modernisation du système de santé, il a été inscrit en tant que tel que les orthoptistes ne pourraient pas avoir le droit ni de prescrire ni d'adapter les principes de correction, qu'ils soient en lentilles ou en lunettes. Donc ça restera exclusivement dont acte, aux opticiens. nous continuerons le travail avec les ophtalmologistes sur ce plan-là et avec les opticiens. Mais pour l'instant, on en est réduit à ne pas pouvoir prescrire ce type de dispositif. Donc ces deux décrets ont été un travail vraiment de longue concertation. Docteur Bourg, vous étiez d'accord avec toutes ces mesures? Alors d'abord, je dois insister sur le fait qu'on est en face d'un parcours de soins sécurisés pour le patient. Et il faut voir l'ensemble du dispositif, pas seulement les décrets qui vont sortir, mais également la loi. La loi encadre bien, notamment pour les opticiens, leur intervention. Pour les orthoptistes, la loi était peut-être un peu décevante, mais le décret l'est peut-être plus satisfaisant. Donc ce travail de concertation était très long. Il a commencé en février. Et on peut dire qu'il s'est terminé il y a à peine 2-3 jours.
Donc maintenant, même la version définitive des décrets n'est pas encore faite, mais ça va venir dans les prochains jours. Il y a encore l'étape de l'Académie de médecine pour les orthoptistes. Il y a aussi le Conseil d'État qui doit se prononcer. Bon, pour les opticiens, on peut penser que le texte est définitif. Donc Alain Gerbet sait très bien ce qu'il y a dedans. Mais c'est en même temps, il faut voir ça d'une façon plus large. La filière visuelle, c'est un peu un exemple qu'on est en train de donner à l'ensemble de la médecine. Parce que vous savez qu'il y a le virage ambulatoire à faire, il y a l'intervention des médecins de ville qui doit évoluer. Et ce qu'on fait avec les orthoptistes et les opticiens, c'est vraiment un exemple pour les autres professions paramédicales et médicales. Et on voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc c'est très, très positif. Alors le contenu, notamment du décret des orthoptistes, il est très important puisqu'il y a beaucoup d'actes qui sont rajoutés. Les conditions d'intervention des orthoptistes ont également été changées. Et puis on va créer ce qu'on appelle les protocoles organisationnels, qui est une nouveauté vraiment réelle et qui va pousser à la fois le travail aidé dans les cabinets, mais également qui va permettre aux orthoptistes d'intervenir en l'absence du médecin, dans un protocole qui sera fait par un ophtalmologiste pour des patients qui l'auront déterminé et qui sont stabilisés. Donc ça va effectivement largement augmenter les coopérations entre les deux professions. Et je pense que c'est très positif pour l'avenir de la prise en charge des patients. Et concernant les opticiens ? Pour les opticiens, hier on a présenté la démarche en soins visuels. Pour l'opticien lunetier, et je pense que ça va dans le même sens, puisque ça protocolise en quelque sorte l'action de l'opticien lunetier, et finalement une bonne partie de ce qui va se trouver dans les décrets se trouve également dans cette démarche, et ça va également dans le même sens de coopération. Ce qui est important pour les opticiens, c'est que jusqu'à présent, on avait un flux d'informations qui était uniquement dans un sens, de l'ophtalmologiste vers l'opticien, il y avait très peu de retours. Et là, on va formaliser en fait les retours, à la fois par la loi et par le décret. Donc il va falloir qu'il y ait des échanges, qui était déjà le cas avec les orthoptistes. Les orthoptistes nous faisaient des retours en général très, très détaillés et fouillés par le bilan orthoptique notamment. Là, ça va encore augmenter par les protocoles organisationnels, puisque l'ophtalmologiste va devoir viser tous les dossiers qui seront vus par l'orthoptiste. Donc on va vraiment vers un flux d'échanges qui va augmenter entre les trois professions. Ludovic Mathieu, quel est le sentiment des fabricants sur cette nouvelle organisation au sein de la filière ? Alors, il n'y a pas de décret. Vous m'entendez ? Oui. Ça arrive. Je vais prendre ce micro. Déjà, il n'y a pas de décret sur les fabricants. Donc, on n'a pas commenté un décret qui existe ou qui n'existe pas. Ça facilite notre échange. C'est peut-être un manque. En tout cas, non, on ne demande pas de décret particulier. Le GIFO est intervenu peut-être dans la concertation ? Non, pas du tout. Le GIFO a déjà beaucoup d'autres sujets à gérer pour défendre et valoriser les industriels. Plus sérieusement, je pense qu'on a des défis considérables devant nous, tous ensemble, ophtalmologistes, opticiens, orthoptistes, industriels. Le défi d'une société qui vieillit, le défi de l'allongement de l'espérance de vie, le défi des changements de mode de vie. On sait que les besoins vont exploser et on doit être à la hauteur. On doit être responsable, on doit être uni, on doit être fluide, on doit mettre le patient au centre pour finalement éviter les pertes de chance et faire en sorte que chacun ait accès aux produits dont il a besoin dans les meilleures conditions et aux meilleures conditions également et économiques. Donc le point de départ, il est celui-ci. On vient de vivre 3 ans un peu difficiles avec beaucoup de turbulences, beaucoup de chamboulements. Et le sentiment des fabricants, c'est qu'après ces 3 années de forte pression, on entre dans le printemps de l'optique, si j'ose dire, qui est amorcé un petit peu par le rapport Voynet, qui a commencé finalement à voir la filière et voir notamment la profession d'opticien sous un autre angle, un angle qui est son savoir-faire, qui est ses compétences, qui est le rôle qu'il peut servir dans la société, qui est sa mission. Et ça se prolonge probablement dans les décrets à venir. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin d'une filière responsable, unie, qui communique, et avec un opticien qui, avec évidemment l'ophtalmologiste comme référent dans la filière, qui voit finalement ses prérogatives se renforcer pour le bénéfice du patient. Donc c'est une bonne nouvelle pour les fabricants. Donc cette concertation entre tous les syndicats, opticiens, ophtalmo, orthoptistes était réellement nécessaire. Après, ce n'est pas à moi d'en juger. En tout cas, ce qui est certain, c'est quand ensuite, pour favoriser la mise en œuvre de ces décrets et être exemplaire dans l'implémentation finalement de ces intentions gouvernementales, on a décidé spontanément, à l'unanimité du bureau du GIFO, de soutenir la démarche en santé visuelle qui finalement vise à envoyer ce signal, qui est de dire
on a des compétences, on a des savoir-faire, ophtalmologistes, opticiens, orthoptistes, on va s'appuyer dessus. On va s'appuyer dessus, non pas pour défendre des intérêts catégoriels, mais pour finalement permettre à chacun d'avoir accès aux soins et aux équipements dont il a besoin. Donc pour nous, c'était quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui ouvre un horizon quand même pour la filière, un horizon plus positif que ces dernières années, mais également un horizon de responsabilité, parce que ça veut dire que c'est à nous de transformer l'essai. Et un horizon sur lequel il va falloir encore travailler. Finalement, ces avancées sont positives pour le secteur, mais il faudrait peut-être aller encore plus loin. Anne, vous avez travaillé avec le sénateur Cardraon en 2014 sur une proposition de loi. Aujourd'hui, vous allez déposer un nouveau texte avec le sénateur Cigolotti. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? On est toujours resté finalement sur la même ligne. C'est vrai que là, on a abordé une thématique qui est très positive. Je vais peut-être un petit peu casser l'ambiance et aller vers quelque chose de peu plus négatif. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier des délais qui sont très longs. Un délai de 85 jours en moyenne pour avoir en France un rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc on est sur des chiffres de l'assurance maladie, des territoires. Je donne quelques exemples. La Loire, on est à 326 jours d'attente pour avoir un rendez-vous, 226 en Haute-Loire. C'est vrai que malheureusement, j'ai envie de dire, toutes ces avancées sont très positives, mais ça n'aide pas à dégager du temps médical. Pour le moment, ça va venir aussi. Ça va venir. Donc nous, c'est vrai que notre démarche, c'est une proposition de loi qui veut réorganiser la filière de formation en santé visuelle. Donc on part du principe de rehausser le niveau des formations. Donc à passer non plus d'un BTS d'optique, mais d'une licence. Une licence d'orthopsie également, mais ensuite qui tend plus vers un master, puisque c'est ce que les orthoptistes réclament quand même depuis quelques années. Il y a donc bien entendu, on veut rester sur cette triangulaire que sont les 3 O. Il n'y a pas de reconnaissance pour nous dans cette proposition de loi de l'optométrie. Donc pas de 4e profession. Pas de 4e profession, mais néanmoins, ils ont des compétences. Ils ont des compétences qui leur sont reconnues. Et je pense en effet qu'il est intéressant de voir avec eux peut-être une probable insertion de leur formation dans ce peut-être futur master d'orthopsie cadre en santé visuelle que nous proposons dans cette proposition de loi. Donc le rapport Voynet faisait effectivement référence à la formation qu'il fallait allonger pour les opticiens. Concrètement, comment vous voyez les choses dans cette proposition de loi ? Le rapport Voynet, alors Madame Voynet avait pris contact avec moi à l'époque, puisque on avait déjà sorti cette première PPL. Donc pour nous, c'est vraiment en fait, on avait une l'université d'Aix-Marseille qui voulait être université test pour mettre en place cette proposition de loi, faire un essai, puisque bien évidemment, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mutualiser les cours. Parce que vous avez des cours qui se passent en faculté de médecine et vous avez également des cours qui se passent en faculté de sciences, mais qui sont donnés bien souvent par les mêmes enseignants, mais à des élèves différents. Donc il y a aussi une mutualisation des cours qui serait possible, donc très intéressante au niveau aussi des coûts de formation qui peuvent baisser. Et nous, notre vœu, c'est vraiment aller vers une meilleure formation, de meilleures compétences pour aller vers un travail encore plus collaboratif entre les différents métiers, dégager du temps médical au niveau des ophtalmos pour réduire ces délais d'attente qui sont exorbitants. Donc si je comprends bien, une L3 pour les opticiens, les orthoptistes ont déjà leur L3 et il y aurait un master qui pourrait être commun finalement après ces 2 licences. Voilà, si les opticiens souhaitent sur demande, bien entendu, après c'est pas à nous, législateurs, d'émettre ce qu'il y aura dans ces formations. Bien sûr, vous ne parlez pas des contenus. Voilà, on ne parle pas des contenus. J'en parlais dans la première PPL. Ça a été une petite discorde entre M. Bourg et moi et mon sénateur. Donc on s'est maintenu maintenant juste à rehausser le niveau des formations. Des passerelles seront possibles. Aujourd'hui, on le voit, ça se fait dans toutes les formations actuelles. Donc si un opticien souhaite
rentrer dans ce master, il aura des compétences à avoir en plus, donc valider des UE qu'il n'aura pas validées. Ça se fera sur dossier, j'imagine. Un optométriste qui décide peut-être finalement de quitter sa formation pour venir faire cette formation en cadre santé visuelle. Alors, on l'a nommé comme ça en ce moment. Je le dis, le mot peut changer, le terme de cette formation pourra changer. Juste une question de sémantique. Voilà, on fait des propositions. Notre exposé des motifs dans une proposition de loi n'a aucune valeur juridique. Il est là pour expliquer le contenu des articles. Pour des personnes qui ne sont pas forcément spécialisées dans le domaine du législatif, du droit. Voilà, mais des passerelles existeront, des VAE, bien entendu, seront mises en place. Mais notre but, c'est vraiment d'aller vers une délégation de tâches encore plus importante, avec une meilleure formation, de dégager du temps médical pour les ophtalmos et avoir donc une meilleure gestion médicale, une meilleure gestion des soins et une meilleure gestion des urgences. Donc la formation est un sujet qui rassemble la majorité de la profession depuis plusieurs années. Monsieur Milstein, vous réclamez effectivement un master. Hein. Oui, c'est exact. Je le disais déjà l'année dernière sur ce plateau. Lorsque nous sommes rentrés en négociation sur notre réingénierie de formation, nous avions pensé que nous allions allonger notre temps d'études, puisque nos études historiques étaient déjà sur 3 ans. On nous a rajouté, bien entendu, tout un tas d'enseignements qui sont tout à fait naturellement, qui rentrent tout à fait naturellement dans notre cursus de formation, et on est resté à 3 ans. Donc c'était assez incompréhensible qu'on reste à 3 ans d'études. D'autant plus que, et ça c'est pas une justification, mais c'est juste pour attirer l'esprit, c'est que nos collègues orthophonistes avec qui nous avions toujours eu des études relativement parallèles ont réussi à obtenir le master à 5 ans. Nos collègues kinés, alors ils sont à 1+4 ou à 4+1, bon bref, ils sont presque à 5. Et nous, on nous a laissé à 3 ans avec un programme qui a plus que triplé ou quadruplé par rapport au programme de base. Alors vous confiez sur Acuité il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans, quand Anne avait travaillé sur la première PPL, que vous étiez d'accord sur cette mutualisation du master. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce que ça pourrait vous intéresser ? Oui, bien entendu, bien entendu. Ce qui était notre ligne politique et notre volonté, c'était que ce soit les études encadrées par la faculté de médecine qui prédominent. Donc à partir du moment où la faculté de médecine encadre les études de ce futur master en cadre de santé visuelle, comme Anne l'a appelé, ou peut-être, en tout cas je le fais de mémoire, voilà. Si les opticiens veulent rejoindre cette filière avec un complément de formation, pour nous, ça ne pose pas de problème. L'important, c'est que certains paramédicaux soient capables d'atteindre un niveau master pour pouvoir être ce chaînon manquant entre les Bac+3 et les Bac+12. Voilà, tout simplement. Du côté des ophtalmologistes, est-ce que ces cadres en santé visuelle pourraient répondre à la demande du SNOF pour aider à développer les cabinets aidés ? Alors, écoutez, pour l'instant, donc on en est aux décrets qui vont sortir. Ces décrets vont créer vont délibérer beaucoup de temps médical, notamment pour le dispositif qui sera mis avec les orthoptistes, avec les opticiens aussi, puisqu'il y aura moins de retours pour les cas basiques chez l'ophtalmologiste. Donc ces décrets, il va falloir plusieurs années pour arriver à les écluser dans toutes leurs possibilités. C'est vraiment une nouveauté. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire ce qu'on aura besoin à l'avenir. C'est pas certain que... En plus, vous savez que le nombre d'ophtalmologistes a pas mal augmenté. Le nombre d'orthoptistes, depuis 15 ans, a pratiquement triplé. On est à 400 postes en première année. On est à peu près à 120 au début des années 2000. On a un gros problème avec les opticiens qui sont beaucoup trop nombreux à sortir. Et le prochain chantier qu'il faut arriver à mettre en route, c'est la réingénierie du diplôme de base de l'opticien, ce qui va prendre du temps. Ce qui fait partie, effectivement, mais on a mis 4 ans pour faire spécialiser les orthoptistes. Ça ne va pas se faire facilement parce que là, il va falloir aller vers une diminution, ce qui va créer sans doute de problèmes pratiques. Après, ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il va y avoir des nouveaux métiers indispensables dans la santé à l'avenir. Il est encore nettement difficile d'en cerner le contour. On voit notamment avec la loi santé qu'il va y avoir les plateformes d'appui, il va y avoir les CPTS, les comités professionnels territoires de santé. On va devoir créer des nouvelles activités. Nous, dans les cabinets très importants ou certaines chaînes, on voit apparaître des nouvelles fonctions.
Donc c'est là-dedans où effectivement on pourra avoir peut-être besoin de nouvelles professions, alors peut-être au niveau master ou autre, mais je pense que ça n'est pas celle qu'on imagine aujourd'hui. Donc il y a un cadre qui peut être mis en place, mais les décrets qu'on a sortis là, ils sont vraiment très importants. Ils vont amener à des transformations importantes dans les relations entre les professions, et ça va créer beaucoup de changements de la répartition des tâches. Hier, on a eu le résultat d'une nouvelle enquête sur les délais. On voit très bien que le délai moyen pour un examen de base n'augmente pas. On est toujours effectivement à peu près à 80 jours. On sait très bien que dans 10 ans, on aura une chute très importante du nombre de retraités en ophtalmologie. Donc le nombre d'ophtalmologistes va probablement remonter. Le problème qu'on a actuellement, c'est la prise en charge des cas médicaux lourds. C'est eux qui ont des délais qui augmentent d'une façon importante. Et c'est là qu'il faut qu'on trouve des solutions. Alors les protocoles organisationnels, ça va créer effectivement du temps de libre pour les pathologies pas trop compliquées. Mais globalement, pour vous, c'est difficile d'attaquer aujourd'hui la formation ? Alors, non, là, on a attaqué la formation des orthoptistes, celle des ophtalmos, elle est en train d'être vue. Il y a un nouveau DES qui va sortir probablement à la fin de l'année. Le gros point d'interrogation actuellement, effectivement, la formation des opticiens, qui est complètement en décalage par rapport au contenu des décrets. C'est ça. De toute façon, il va falloir retravailler sur la formation suite à ces décrets. En Europe, c'est les opticiens français qui ont la formation la plus courte. Donc, il va falloir ça. Après, dans chaque profession, il peut y avoir effectivement des formations plus poussées en fonction de certaines thématiques qu'il va falloir effectivement cibler progressivement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas imaginés aujourd'hui, notamment avec les nouvelles technologies, après il y aura l'intelligence artificielle qui va arriver. Donc il faut arriver à se projeter, non pas dans 5 ans, mais dans 15 ans, 20 ans, 25 ans. Quoi. Pour vous, Alain Gerbel, est-ce que cette proposition de loi va dans le sens de votre combat pour l'amélioration de la formation des opticiens ? D'abord, il faut que les choses soient claires. Rajouter des années pour ajouter des années de formation, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait vouloir le contenu. une licence, un master ou un doctorat, c'est intellectuellement, ça peut être satisfaisant, mais la nation ne va pas payer des études pour avoir des gens après qui ne pourront pas utiliser ces diplômes. Si on rajoute des années de formation, c'est parce qu'on a besoin des gens qu'on va former. Donc avant de se dire il faut 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, essayons de définir les besoins et qui pourrait faire quoi. Là, on est dans un système LMD, ce qui est ancien, c'est un accord inter-État, ce n'est pas une directive. Et donc notre profession est éligible à cet accord licence, master, doctorat. Très bien. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour les opticiens? Et ce n'est pas la seule profession qui est bloquée, c'est tous les BTS qui sont bloqués. Les BTS ne sont pas des diplômes d'enseignement supérieur. Ce sont des diplômes de l'éducation nationale. Et ça veut dire que quand on aura le prolongement du BTS, c'est la licence. Or, tous mes petits camarades qui ont été réingénérés n'ont pas obtenu de licence. Ils ont obtenu une équivalence. Il y a écrit capacité en soins orthoptiques, c'est ça, équivalent licence. C'est-à-dire, c'est un morceau de papier. Il faut qu'un État, maintenant, accepte l'équivalent, ce qui n'est pas dans le texte. Donc, nous, si on nous met une année supplémentaire, ça sera automatiquement une licence, pas un équivalent. Et donc, la licence est un grade, c'est un titre universitaire. Ça ne peut pas se délivrer comme ça. Il y a quelque chose qui a évolué depuis la première PPL cadran auquel on avait tous participé, c'est la formation continue. Aujourd'hui, dans la loi, par le DPC, par la formation continue, on accède au master de spécialisation. Et donc, ce qui pourrait être fait, ou ce que la loi permet par la formation continue, il faudra bien qu'un jour, elle le permette par la formation initiale. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un décalage entre la formation continue et la formation initiale. Or, on voit bien que dans le cas de la formation continue, les masters de spécialisation sont pour des personnes sous critères, afin qu'elles puissent travailler dans des orientations prévues par la loi et des orientations qui sont, pour ce qui concerne les opticiens et les orthoptistes, très précises. Et donc, on voit bien qu'il y a un champ qui s'ouvre. Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour vous dire je veux 3 ans, je veux 4 ans. Je suis là pour vous dire
je veux faire ci, je veux faire ça, je veux aller vers ci, mais je ne peux pas le faire sans mes petits camarades. Et une fois qu'on aura déterminé ce qu'on fait et pourquoi on le fait, à ce moment-là, on mettra la formation. Mais on marche toujours à l'envers. Je veux 3 ans. Oui, pour faire quoi? Si vous me rajoutez une 3e année, pour me rajouter une 3e année, moi, je vais vous dire une chose. Le BTS optique, il fait 1984 heures de formation annuelle. C'est-à-dire encore un paquet d'heures de formation de plus que toutes les licences ou équivalents licences qui traînent aujourd'hui au niveau des professions paramédicales. Et c'est encore plus d'heures de formation que les 4 ans de formation de certains kinés ou les 5 ans des orthoptistes, des orthophonistes. Décidément, ça fait 4 jours qu'on te confond avec les orthoptistes et les orthophonistes. L'anecdote d'équivalence orthophoniste avec nos amis canadiens, bon, c'est assez rigolo de savoir qu'on a raté l'équivalence parce que le dossier n'était pas complet et qu'on devait le valider ces jours-ci avec la visite de M. Valls au Canada. Bon. Donc aujourd'hui, on mettra en place la formation nécessaire quand on aura déterminé les rôles. Si c'est pour faire une année de plus, pour faire la même chose que nous faisons aujourd'hui, quel est l'intérêt? Non, il faut le contenu, on est d'accord. Voilà. Monsieur Ludovic Mathieu, au sein du GIFO, vous prenez l'opticien professionnel de santé. Est-ce que effectivement la réingénierie du diplôme pourra servir les industriels dans le sens où l'opticien pourra mieux expliquer le produit et parler innovation et prévention? Alors oui, 3 fois oui. Oui, la formation est un gage de qualité pour la filière. Oui, nous avons besoin des produits de plus en plus complexes en lunettes comme en verre, et donc on a besoin évidemment d'avoir des professionnels qui soient capables de partager ces technologies avec les consommateurs. Et oui, l'avenir de la profession d'opticien va devoir évoluer au gré la formation de l'opticien, va devoir évoluer au gré des compétences qui lui seront données. Donc, plus on donnera des prérogatives à l'opticien, plus il devra revoir sa formation. Et ça doit aller de pair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer demain une refonte complète du métier si la formation ne l'a pas anticipé. Donc c'est un point important. Après, pour revenir sur le sujet de l'accès aux soins, je pense qu'entre les délégations aux orthoptistes et les décrets qui manifestement sont dans le four, plus la démarche en santé visuelle qu'on a initiée hier, je pense qu'on a sur la table des solutions efficaces pour réduire l'accès aux soins, qui est évidemment une problématique qui nous anime tous, parce que personne ne doit renoncer aux soins en France pour de mauvaises raisons. Et sur laquelle il faut Après, continuer à je voudrais travailler. juste insister sur un point, parce qu'il y a toujours des marottes médiatiques, et les 85, 87 jours, etc. Mais à quel moment parle-t-on et dépose-t-on une PPL, une proposition de loi, pour dire l'accès aux solutions optiques, l'accès aux équipements optiques? Parce qu'on est en train de dire l'accès à l'ophtalmo, etc. Mais on vient de voter je ne sais combien de lois qui excluent du marché français les produits à caractère santé les plus aboutis, les lunettes les plus créatives, les lunettes fabriquées en France. Je vous rappelle qu'on a généralisé les réseaux de soins, qu'on a mis en place des contrats responsables et qu'on a évacué du marché les produits dont ont le plus besoin à des fins préventives les patients. Donc on porte beaucoup d'attention sur l'accès aux professionnels, mais dans le même temps, on est en train de réduire l'accès aux produits de santé. Donc je pense qu'il faut pas le aussi... sujet ici, effectivement, oui, je ne c'est voulais malgré pas... tout un sujet, c'est Je qu'on ne ne peut voulais pas pas traiter les l'aborder, deux. mais c'est vrai que dans la PPL de Madame Beignet, il y a un volet qui concerne les réseaux de soins. Effectivement, ici, on parlait de la nouvelle organisation entre les 3 zones. Oui, mais l'accès aux produits Bien est sûr, une mais problématique bien sûr, vous avez également. Les contrats responsables ont des conséquences naturellement sur les industriels, notamment lunetiers. À partir du moment où on fixe un plafond à 150 €, ça veut dire qu'on exclut tous ceux qui se battent tous les jours à Morée, à Oyonnax, pour maintenir des emplois pour leurs sous-traitants. Donc il faut aussi qu'on se pose ces questions-là parce que ça a une valeur ajoutée pour le patient et on doit traiter de pair l'accès aux professionnels. Je pense qu'on va renforcer la formation au gré des nouvelles prérogatives qu'on confie à l'opticien et l'accès aux solutions optiques parce que sinon on crée des barrières sanitaires en France et l'objectif là encore c'est que personne
ne renoncent à consulter un ophtalmologiste ou à accéder à un produit pour des raisons budgétaires ou des raisons d'organisation de filière. On espère que vous serez en tout cas entendus. Merci à tous d'avoir participé à ce plateau. Juste pour conclure, j'aimerais vous citer une phrase tirée du rapport IGAS qui m'a marquée et qui, je cite, dit qu'il faut travailler sur les contours des différentes formations, les passerelles entre elles, les métiers et les interactions entre les trois eaux. Donc j'espère que tout ça va continuer dans le bon sens. Merci à tous et à très vite sur Acuité TV.